13 heures au Bénin, mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire, les conducteurs de taxi-moto et les citoyens de la ville de Cotonou se plaignent de la surenchère qui est observée au niveau de l'essence de contrebande. Conséquence de la hausse des prix de l'essence relatée suite à la fin des subventions de carburant annoncées par l'État nigérian. Impact de la cherté du carburant sur le transport. Reportage à suivre dans un instant. Le maïs frais est déjà sur le marché. Depuis quelques jours, une équipe de notre rédaction s'est rendue à Godomé pour s'enquérir des prix d'approvisionnement et des présages de la saison. Les détails dans cette édition. Nous ferons un tour à Parakou, voir comment la jeunesse s'intéresse de plus en plus à l'entrepreneuriat agricole, un moyen qu'ils ont trouvé pour juguler le chômage. Découvrez dans ce trésor bénin les obstacles auxquels ces jeunes entrepreneurs font face. À nouveau, bonjour. La hausse du prix de l'essence de contrebande impacte plusieurs secteurs économiques. C'est le cas des transports. Les conducteurs de taxi-moto et les citoyens de la ville de Cotonou se plaignent de la surenchère qui est observée. Une situation due à la fin des subventions du carburant annoncées par l'État nigérian. Conséquence de la cherté du carburant sur le transport, c'est un constat de Donatien Sowanou et Mofid Sagouan. Ces longues files d'attente dans les différentes stations de Cotonou traduisent les difficultés engendrées par la décision des autorités nigérianes de ne plus subventionner le carburant. Une semaine après, l'économie béninoise est déjà touchée à travers plusieurs secteurs. À Cotonou et environ, les conducteurs de taxi et leurs clients reçoivent le choc de cette mesure. Les clients disent qu'ils ne vont pas payer plus que les frais de déplacement habituels. Tu n'as pas le choix, alors que tu seras ruiné si tu fais à leur prix. Raison pour laquelle nous ne taillons plus d'importance à ces gens de clients. Nos clients n'ont pas changé de version. La surenchère ne les intéresse pas. Ils disent toujours le même prix. Le trajet qu'on faisait pour un montant de 100 francs, c'est toujours 100 francs chez eux. Si tu ne veux pas, il faut partir. Les clients s'en foutent. L'autre aspect qui inquiète les conducteurs de taxi-moto est la rareté de l'essence dans les stations-service de la place. Avec le nombre restreint des points de vente officiels de carburant, s'approvisionner est devenu un parcours du combattant. Donc, sincèrement, nos dirigeants n'ont qu'à aller à l'essentiel. Arriver à la station, une fois tu seras servi, n'ont qu'à essayer de former une commission de surveillance des stations. Mais arriver ici, pourquoi il n'y a pas d'essence? Si c'est leur machine qui est en panne, comment l'aider pour réparer vite, pour que la population ait d'essence? Mais on est là, on va à la station, on ne trouve pas l'essence. Ça veut dire que nous sommes, comme le disait l'autre, nous allons souffrir, mais on ne peut plus rien, on ne peut rien. L'essence est chère. Certaines stations refusent de nous vendre parfois. Pourquoi dit-on qu'on va alors interdire le paillon? Le secteur des transports est ainsi affecté et rend complexe le quotidien de ses acteurs. Malgré les difficultés, les conducteurs de taxi-ville n'envisagent pas augmenter les tarifs sans les autorités. Ce n'est pas la hausse du prix dans les stations, c'est toujours les mêmes prix. Pour cela, pour le moment, on n'a pas encore aucun problème avec nos clients. Les responsables des conducteurs appellent le gouvernement à la rescousse. L'autre attente importante des populations, c'est la multiplication des stations-service sur l'ensemble du territoire national pour faciliter l'approvisionnement en carburant. Le monde a célébré ce 8 juin les océans sous le thème Planète Océan. Les courants changent, vaste étendue d'eau à perte de vue. Cet écosystème revêt, selon les spécialistes, d'une importance capitale pour l'être humain. Suivez les précisions du docteur Zachary Sow, océanographe biologiste. L'océan occupe d'abord 111% du globe. Non seulement ça, c'est de l'océan qu'on retire beaucoup de ressources. Les ressources halieutiques comme les ressources minières, les ressources fossiles, le pétrole, tout ça, là, la majorité des puits de pétrole sont en mer. La nourriture que nous mangeons, la grande majorité des poissons que nous mangeons, ça vient de la mer. Et l'océan, c'est d'abord le régulateur du climat.
parce que ça permet de temporiser le climat au nord et à l'équateur. N'eût été l'existence de l'océan, le climat au niveau de l'équateur serait invivable et c'est vice-versa aussi au pôle. Parce que les courants sont envoyés, disons les courants chauds sont envoyés de l'équateur vers les différents pôles, pôle nord, pôle sud, et les courants froids sont envoyés vers l'équateur pour pouvoir temporiser le courant. Grâce à l'océan, l'humanité respire à concurrence de 50% de l'oxygène. 50% de l'oxygène que nous respirons vient de l'océan. Et l'océan, c'est un gisement thermique qui emmagasine beaucoup de chaleur. L'océan est aussi, un capteur de CO2. CO2 qui est un gaz à effet de serre qui joue négativement sur l'écosystème, négativement sur les hommes aussi. Nous avons 92% des marchandises qui sont transportées par l'océan. Ça veut dire que nous avons aussi les fibres optiques pour le grand débit de l'Internet. Les fibres optiques passent par l'océan. Donc ça veut dire que vous et moi, nous avons tout intérêt à protéger l'océan. Parce que c'est très très important pour toute l'humanité. Si l'océan n'existait pas ou si l'océan est pollué, ça veut dire que notre environnement est pollué et notre santé aura pris un coup. Nous sommes en juin et depuis mi-mai, le maïs frais fait progressivement son apparition sur le marché. Une équipe de notre rédaction s'est rendue à Godomè et a tendu son micro aux grossistes, revendeuses et consommatrices du maïs frais. Comment s'annonce la saison? Les prix d'approvisionnement sont-ils abordables? Suivez le compte-rendu de ce reportage signé Elvis Tonoucoin, Princia Adjevi. Grillé ou encore préparé, le maïs occupe une place de choix chez le consommateur. C'est la pleine saison propice pour son apparition et déjà, des marchés d'infortune s'animent le long des trottoirs. Ça me plaît, c'est pourquoi je suis venue pour acheter. J'ai acheté pour 200. C'est cher plus que ça, hein. Sinon avant là, ça là c'est 50-50, maintenant 200. Unité 100. Ici à Godomè, c'est un mélange de grossistes, de marchands et de revendeurs, tous rassemblés pour la même cause, le maïs frais. Mais déjà, les revendeuses sont satisfaites du fait de la baisse des prix des sacs de maïs, contrairement à l'année écoulée. Par rapport au maïs de cette année, il n'y a pas encore suffisamment de pluie pour qu'on sache ce qui se passe. Mais cette année, le prix est abordable contrairement à l'année dernière. Toujours est-il qu'il ne pleut suffisamment pas encore dans les villages. Bien que les prix soient abordables, les grossistes font face à une mévente. À cause de la mévente, nous avons rabaissé le prix jusqu'à 5 000 francs. Mais les clients éprouvent toujours des difficultés. Maintenant, nous vendons le sac à 7 000, 7 500, 8 000. Néanmoins, les acteurs de la chaîne restent convaincus que de meilleurs jours s'offriront à eux les semaines à venir. Nous sommes à Parakou où la jeunesse s'intéresse de plus en plus à l'entrepreneuriat agricole. Ils sont aujourd'hui nombreux à aller à la terre pour juguler le chômage. Cependant, cette volonté se heurte à des obstacles que nous verrons dans ce reportage de Jacques Degbé et Socrate Adantodé. Face au taux de chômage et de sous-emploi élevé, tous les observateurs s'accordent pour reconnaître que l'entrepreneuriat, et surtout l'entrepreneuriat agricole, est la solution pour nous sortir de crise. À Parakou, troisième ville à statut particulier du Bénin, la jeunesse semble commencer par comprendre le message. Nous avons des jeunes aujourd'hui, soit diplômés sans emploi, soit déscolarisés, qui font carrière dans le secteur agricole. Et ils le font de façon plus moderne que ce que nous avons connu par le passé avec nos parents.
Autrement dit, ils ne vont plus à l'agriculture avec la houe ni les coucoupes, mais ils le font comme une entreprise agricole au sens réel. Ça veut dire qu'ils définissent en fait l'ensemble des composants d'une entreprise, à savoir les coûts de production, les différents charges, et puis éventuellement le chiffre d'affaires attendu pour dégager effectivement si l'activité peut être rentable ou pas. Avec des hommes et des idées novatrices, loin de l'agriculture de subsistance d'entretemps, plusieurs jeunes se sont tournés vers la terre, même s'ils se heurtent à plusieurs obstacles. Au-delà d'abord de difficultés de financement qui est transversale à la plupart des secteurs de l'entrepreneuriat, il faut noter la question de rentabilité dans le secteur de l'agrobusiness. Il y a aussi le côté industrialisation de l'agriculture qui n'est pas encore à la hauteur. Nous, jeunes dans le secteur, n'ayant pas de matériel et équipements adaptés, nous sommes confrontés à une faible production face à un marché international qui déverse des produits sortis de la production à l'échelle qui viennent avec un prix de vente très très compétitif. La bonne nouvelle cependant est que ces difficultés peuvent être surmontées. La première des choses, c'est de se faire former. Il faudrait avoir un minimum de moyens que ce soit technique, il faut être techniquement bien. Il faut avoir également des moyens financiers pour acheter des semences ou des sujets pour le démarrage. Il faut aussi avoir les moyens pour avoir la terre, parce que c'est la terre qui reçoit toutes ces cultures-là, que ce soit en élevage, en agriculture ou en pisciculture, c'est la terre. Alors, si tout ça est relié, il faudrait aussi un accompagnement technique de ces jeunes-là. Au jour d'aujourd'hui, plus spécifiquement dans la juridiction ici, un accent particulier est mis sur le renforcement des capacités à travers nos programmes de formation, dans l'accompagnement de la gestion de ce type d'entreprise auxquelles nous associons surtout des questions de normalisation, c'est-à-dire d'accès au marché. Et parlant justement de marché, le déséquilibre entre l'offre et la demande constitue aujourd'hui une grande opportunité à saisir par ces jeunes qui se lancent dans l'agrobusiness, qu'ils soient dans la production, la transformation, la commercialisation. Il y a un manque en ce qui concerne l'offre. L'offre est très au-dessous de la demande aujourd'hui. Rien qu'à regarder aujourd'hui combien est chère la tomate par exemple et les autres cultures maraîchères par exemple. Donc c'est des opportunités que les jeunes peuvent saisir. À Parakou, l'agrobusiness se développe. Il occupe de plus en plus une part importante de l'activité économique avec la culture de plusieurs spéculations telles que le maïs, le soja, les haricots et l'igname, mais surtout des produits maraîchers. Cependant, plusieurs obstacles doivent être encore levés pour permettre aux jeunes d'être de vrais entrepreneurs agricoles et pour aller vers une production agricole à l'échelle industrielle. Il y a maintenant 6 ans que la loi interdisant l'utilisation des sachets plastiques est en vigueur au Bénin. En dépit de cette réforme, le sachet plastique semble encore omniprésent dans les rues. Est-il possible d'éradiquer ce phénomène? C'est sur cette question que s'est penchée une équipe de la rédaction. Et voici les éléments de réponse avec Chirina Messoroussounou et Henri Ganti. 6 années que l'interdiction d'utilisation de sachets plastiques est faite, mais les habitudes n'ont pas changé. Et pourtant, la loi portant interdiction de la production, de l'importation, de l'exportation, de la commercialisation, de la détention, de la distribution et de l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables a été adoptée au Bénin. Aujourd'hui encore, le constat reste visible. Le sachet plastique semble avoir la peau dure. Au début réprimé, cet emballage nocif s'est peu à peu incrusté de nouveau dans le quotidien des Béninois au point de proliférer. Face à ce phénomène, plusieurs citoyens se sont engagés afin d'éradiquer définitivement son usage et cela à travers des actions bien ciblées. Sandra Idossou est l'une de ces militants. Pour elle, le bout du tunnel n'est pas encore proche. Comment se fait-il que depuis 5 ans, on a voté la loi, on a parlé, on a sensibilisé et pourtant on ferme les yeux sur les importateurs de sachets plastiques. Moi, à mon niveau, je sensibilise les populations. On va ramasser les déchets plastiques, on va dire à nos populations pourquoi est-ce qu'on ne doit plus utiliser de sachets plastiques. Mais ce que je fais à mon niveau, je suis essoufflée parce que tu parles
Et on ne voit pas le bout de ce combat parce que les populations comprennent, hein, mais la difficulté, c'est que les sachets sont tellement disponibles, on ne voit pas les alternatives et donc à la fin, les gens vous disent oui, on comprend, mais en attendant, on fait quoi? Comme elle, ils sont nombreux ceux qui croient que la lutte contre la pollution plastique menée jusqu'ici restera infructueuse si certaines mesures radicales ne sont pas prises. Oui, il faut qu'on frappe. Parce que si on ne frappe pas, on ne va pas décourager certaines personnes. L'autre chose, c'est que nos frontières, elles sont poreuses. Les pays d'à côté, le géant de l'Est, produit à des usines qui produisent le sachet plastique. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour protéger notre frontière, pour empêcher la pénétration de ces produits? On me dira que parfois, qu'il y en a qui font rentrer le produit de façon pas trop grande, enfin 10 kg de sachets enfouis sous les sièges. Je suis d'accord avec ça, que nos frontières vraiment soient mieux protégées et qu'on donne les moyens à nos forces de sécurité, qu'on associe la police à cela, qu'on associe aussi la police environnementale à cette lutte. Et je suis sûr qu'on peut arriver à bout et aussi qu'on applique de façon rigoureuse cette loi qu'on s'est donnée depuis 2017. Fermer nos portes aux sachets plastiques, oui. Mais dans quoi emballerions-nous nos aliments et autres? Une préoccupation du gouvernement. Le mois de juin étant le mois de l'environnement, des séances d'échange sont organisées afin de réfléchir aux solutions contre la pollution plastique. Les solutions à la pollution plastique, le gouvernement béninois a déjà anticipé en prenant une loi, la loi 2017, portant interdiction des sachets plastiques non biodégradables en République du Bénin. Nous avons fait la promotion des alternatives, des sacs réutilisables. On a recruté des ONG qui fabriquent, qui produisent des feuilles végétales et qui les traitent en remplacement aux emballages. Et au niveau de ce mois, certaines ONG qui travaillent sur le traitement des feuilles végétales vont impacter certaines localités comme Sémé, à titre pilote bien sûr, et Togben et Dangbo, pour apprendre aux communautés comment on revient à l'ancienne méthode pour que les aliments soient emballés dans les feuilles végétales appropriées. Menace présente partout dans le monde, la pollution plastique est d'ailleurs le phénomène sur lequel les réflexions sont portées. Ceci dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement, célébrée chaque 5 juin pour conscientiser sur son élimination. L'année académique 2022-2023 prend, selon le calendrier scolaire officiel, le 30 juin prochain. Mais il est constaté dans certains établissements que les élèves sont libérés depuis le mois de mai. Un fait que les autorités sous tutelle ont déploré à travers un rappel à l'ordre. Certains syndicalistes donnent ici leurs avis sur la question. L'école est unique. Le programme gouvernemental, c'est ça que tout le monde suit au Bénin, que ce soit l'école publique ou l'école privée. Mais il faut avouer que les écoles privées, même si on dit qu'elles sont mercantiles et que c'est du commerce, c'est qu'elles apportent beaucoup à notre système éducatif au Bénin. Moi, j'attendais plutôt le gouvernement qui disait qu'ils doivent finir le programme au même titre que l'école publique, de leur trouver un accompagnement. Parce que vous savez, avec la morosité économique actuelle, les écoles privées ont des soucis. Les gens qui avaient pris des engagements pour pouvoir bien payer leur scolarité dans ces écoles, avec des situations auxquelles ils ne s'attendent pas, peut-être ne sont pas en train de pouvoir payer. Ces non-paiements, certainement, auront d'impact sur les budgets des écoles. C'est certainement pour cela que vous allez voir, certaines écoles privées sont obligées donc, de ne pas payer 12 mois sur 12 mois. Ils sont obligés de payer peut-être parfois 10 mois ou 11 mois. Alors maintenant, quand on leur demande d'aller à la fin du mois de juin, comme les autres écoles, c'est évidemment que ça aura de répercussions sur leur budget. L'État, certainement, est en train de prévoir un accompagnement, c'est un souhait. Et même au public, aujourd'hui, je peux vous dire que juste après, au lendemain du CEP, le travail est complètement cassé. C'est au ralenti, si ce n'est que ça. Donc les parents de les chefs gardent leurs enfants à la maison. La cible, ce ne sont pas seulement les établissements privés, mais il y a également les établissements publics. Et les activités pédagogiques au cours d'une année scolaire sont planifiées.
lorsqu'on s'en tient au planning et qu'on a déjà achevé les programmes, il y a des candidats avec qui les séances de révision que nous appelons séances de bachotage ont déjà démarré. Lorsque les examens sont prévus pour le mois de juin, le CEP a déjà commencé. Le 12 juin, c'est le BPC, le 19, c'est le bac. Et les différents acteurs sont impliqués dans ces examens-là. Et lorsqu'on a déjà fini les programmes, lorsque les examens ont déjà démarré, ça veut dire que nous n'avons plus de raison d'être dans les établissements puisque les programmes sont achevés. La mission de réception provisoire des points d'eau autonomes dans les écoles à cantine conduite par l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural s'est étendue vers 2 nouveaux départements. Il s'agit des départements de Lemay et du Plateau. Ces écoles à cantine font également partie de la panoplie d'écoles à cantine éprouvant des difficultés d'accès à l'eau potable. Cette mission de réception provisoire est l'aboutissement du processus de réalisation des travaux de pose de points d'eau autonomes initiés par le gouvernement sur le budget national à travers le projet PEPEC, Eder Ompevi et le Roubelou. Atan Onikbeji, une école située dans l'arrondissement du même nom, dans la commune de Sakété. Ici, à la cantine scolaire, on s'affaire avec entretien. Au menu ce midi, du riz au gras. Dame Denise s'assure de mettre au propre ses contenants. En effet, le projet PEPEC est venu équiper l'école dans laquelle elle intervient en tant que restauratrice d'un point d'eau autonome. Désormais, elle a beaucoup plus de facilité à s'acquitter de ses tâches à la cantine. Nous souffrions du manque d'eau, mais tel qu'ils ont promis, ils l'ont fait. Nous avons de l'eau que nous utilisons à foison. Autant les enseignants et nous, dames de la cantine, sommes heureux. Merci au président de la République. Que Dieu le bénisse. Beaucoup plus au sud, dans le village de Saoronago, cette bonne fontaine installée au milieu du village fait le bonheur des autochtones. Mais pas que, elle profite également aux villages environnants. Aziz vient de Saoro, un village voisin situé à 10 km. Muni de bidon, il est venu s'approvisionner en eau potable. Nous aussi on a un château à la maison, mais c'est un château. Mais le château là, c'est gâté, il ne travaille bien. Mais si le lot là vient ici là maintenant, je suis content parce que le lot là, il travaille bien. Merci le président. Merci. Grâce à l'avènement du projet PEPEC dans les écoles, plusieurs villages ont bénéficié des bonnes fontaines. Une démarche sociale menée en parallèle par l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural en vue de faciliter l'accès à l'eau potable aux villageois. Une chose est d'apporter de l'eau potable aux écoles, à cantine, mais une chose est aussi de regarder aussi du côté de la population, de la localité, dont les habitants, dont les parents envoient les enfants à l'école. Pour cela, le projet n'a pas seulement pensé aux écoles à cantine, mais nous avons aussi pensé à un temps soit peu desservir la localité, le village qui abrite ces écoles à cantine-là. D'où la réalisation des bonnes fontaines, voilà, pour que nos populations puissent s'approvisionner. Il faut aussi rappeler qu'en amont de la réalisation des travaux, une étude préalable a été menée par une équipe technique en charge du suivi. Elle a permis d'aviser de la viabilité des sites de réception des ouvrages. Dans la réalisation de ces travaux, étant maître d'œuvre, nous sommes l'œil de l'administration par rapport aux travaux. Ça veut dire qu'en amont, nous intervenons dans le suivi des études. Parce qu'ici, ce marché est particulier. Les études ne se font par les entreprises, validées par le bureau d'études avant d'être reversées à l'administration. Donc en amont, on valide les études et après les dossiers d'exécution, avant maintenant de faire le suivi des travaux jusqu'à la réception provisoire. Et pour l'œuvre, d'abord il y a eu
c'est en 3 phases. La première phase, c'est la phase de la mobilisation de la ressource. Si la ressource n'existe pas, le projet ne pourrait pas avoir lieu parce qu'ici, c'est l'eau. Donc pour la première phase, on teste d'abord les forages existants pour voir est-ce que le débit escompté y est. Donc dès qu'on fait cette mobilisation, si c'est concluant, alors on lance les essais de sol parce que l'ouvrage c'est un château. On lance les essais de sol avec les laboratoires qui sont sur place. Après les essais de sol, on fait le dimensionnement de l'ouvrage. On dimensionne l'ouvrage et après on procède à l'installation. À ce volet, il faut aussi ajouter le respect des normes écologiques qui ont également permis d'assurer la sauvegarde environnementale des différents sites de réalisation des ouvrages. Comme vous le constatez, c'est un projet qui a pris en compte également le volet environnemental parce que les sites qui doivent abriter les ouvrages sont des sites sensibles parce que ce sont des sites qui abritent déjà des écoles. Étant donné que ce sont des sites qui abritent des écoles, il y a des écoliers, il y a les enseignants. Donc en termes de sécurité et puis sécurité hygiène, il faut être vraiment sensible. Donc l'agence a demandé à l'entreprise de respecter les règles d'hygiène et de sécurité pendant la phase de construction des ouvrages, ce qui a été respecté et on l'a constaté pendant la phase de constat d'achèvement. Dans les départements de l'Ouémé-Plateau, les communes de Kétou et de Bonou ne sont pas en reste des réalisations du projet PEPEC. Au total, 10 points d'eau autonomes et 6 extensions ont été installées dans les écoles. Sur ce s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 à 16h et à 19h30.